actuellement, je suis donc recteur de l'Université catholique de Lyon, ce qui est un autre job aussi. Ça peut. Et chercheur en éthique des sciences et technologies d'aujourd'hui, nano-biotechnologie. Mais là, je vais vous parler du physicien. Donc, je vais prendre la posture du physicien, c'est ce qui m'est demandé. Hein. Je ne prendrai pas la posture du théologien, je prendrai celle du physicien. Devant la question alors, de l'origine, en distinguant origine et commencement dans le temps et dans l'espace, en les distinguant, mais en même temps en les liant quelque part aussi. Hein. On va voir cela. Et je vais me situer comme un physicien quantique, ayant travaillé pendant 26 ans dans ce domaine-là, c'est-à-dire de l'infiniment petit. Alors, je sais que parmi vous, il y a quelques scientifiques des sciences dures, mais que, voilà, un biochimiste, c'est ça? Non, un chimiste. Il y a deux physiciens, mais que je m'adresse principalement à des personnes des sciences humaines et sociales, donc je n'aurai aucune équation. Et je vous invite à m'arrêter si vraiment mon langage est trop... Ça ne me gêne pas du tout. Je vais essayer de faire preuve de la pédagogie la plus poussée que je puisse faire moi-même sur un thème qui est très complexe, puisque nous parlons de la matière que nous ne voyons pas et que nous ne voyons jamais, même avec le plus gros des microscopes, même avec le plus puissant des microscopes, et pourtant ce sont les éléments, dit-on, de base de la matière qui nous constituent tous, ainsi que la table ou la chaise sur laquelle vous êtes assis. Donc cette matière-là est invisible aux yeux, elle est invisible au microscope, on n'en voit que la trace, et donc on suit, pour comprendre, on suit la trace, pour comprendre cette matière-là, et en même temps, si l'on en croit un bon nombre de physiciens, elle est à la base de l'ensemble de la matière que nous connaissons. Alors on va souvent appeler ça, cette origine de la matière, on va souvent l'appeler le fond des choses, hein, vous verrez que c'est un terme qui est souvent utilisé, et en plus le fond des choses, la seule chose que le physicien va dire, c'est que ce n'est pas une chose au sens habituel du mot chose. Bon. Je vais en parler à travers notamment 30 ans de cheminement avec l'un des grands physiciens français de ce domaine-là, qui s'appelle Bernard d'Espagna, et qui est celui qui a mis à jour la notion de réel voilé, qui ensuite est passée d'ailleurs dans beaucoup de secteurs, y compris des sciences humaines et sociales d'ailleurs, le mot réel voilé. Et vous allez voir que cela correspond aussi à un phénomène qu'on appelle la non-séparabilité quantique. Je vais essayer de vous donner ça. Mais la toile de fond, justement, et qui est particulièrement intéressante pour le chercheur et déroutante, c'est que le fond des choses, justement, pour le physicien, le fond des choses lui échappe. Et pourtant, il le cherche. Alors vous me direz, Kant a dit ça depuis très longtemps. Et en effet, on va retrouver, mais dans la démarche même du physicien, on va retrouver une recherche qui peut, par certains côtés, aboutir au même résultat, avec des nuances que ce que Kant a pu dire depuis bien longtemps. Le fond des choses est inatteignable par ces sciences, et en même temps, le physicien ne peut pas échapper à l'existence éventuelle de ce fond des choses, sinon ses propres théories ne tiennent plus. J'aime bien illustrer ça par des pensées qui viennent de loin, comme celle de Pascal, qui est ici, voilà, la dernière démarche de la raison, et de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent, et c'est le mot surpasse qui est particulièrement intéressant ici, qui la dépasse, on n'est pas trop surpris, qui la surpasse, et vous allez en voir une forme d'illustration. Alors, je voudrais quand même, je vais certes me focaliser sur la physique quantique, la physique des particules élémentaires qui constituent la matière. Le boson de Higgs a fait couler pas mal d'encre lorsqu'on a cru trouver la pierre finale. C'est jamais final justement, mais cette vision-là est en train de l'emporter sur pas mal d'autres dans beaucoup de domaines de la physique, et notamment dans tout ce qui tourne autour de la complexité de la matière, que cette matière soit à l'échelle submicronique ou qu'elle soit à une échelle plus importante.
C'est pourquoi on met un S à complexité, car il y a différents niveaux de complexité. Je vais essayer de le reprendre, et c'est là qu'on va inscrire ce que je vais dire là dans l'histoire, par exemple, du Big Bang. Et je sais qu'il y a l'un ou l'autre astrophysicien par ici, hein, donc on pourra voir comment il réagit. Et dans un deuxième temps, je montrerai en quoi la physique quantique apporte des éléments nouveaux sur le réel, sur la notion de réel, et en particulier pour déboucher sur cette notion de réel voilé. Dans un troisième temps, nous verrons que cette notion de réel voilé, elle s'exprime aussi par des contradictions qui sont prises en physique et qui ne sont jamais résolues. Et en même temps, il nous faut tenir des bouts contradictoires ou contraires, suivant la définition qu'on donne aux mots, pour essayer d'appréhender ce réel qui toujours nous échappe et qui, souvent, se traduit par des contradictions qui ne sont pas forcément des absurdités, au contraire, qui sont des pistes de recherche extrêmement intéressantes pour approcher ce réel qui toujours nous fuit. Et du coup, on apprend à penser, non pas par substance, pour employer des termes philosophiques, mais plutôt par relation entre des substances, lesquelles substances d'ailleurs ne sont plus des choses, ce qui évidemment conduit à remettre en cause les visions classiques des mots substance. Et puis en quatrième point, je laisserai juste là aussi un point de fuite, ça serait le théologien qui prendrait la suite. Cette quête du fond des choses, elle est particulièrement intéressante entre le physicien et le théologien, mais aussi beaucoup d'autres chercheurs d'autres disciplines. On va retrouver la grande question de la recherche de l'un, avec un grand U, hein, qui est classique dans l'histoire. Alors, premier point, donc, les complexités. Ici, c'est une manière de représenter l'histoire du Big Bang, c'est une manière, hein, plutôt que de la représenter de manière simplement chronologique. On la représente avec une échelle. Hubert Reeves souvent présente cela. En fait, il a pris ça chez Teilhard de Chardin, à vrai dire, sans trop le dire non plus. Mais c'est la forme d'une échelle, ce qui n'est pas chez Teilhard. Pourquoi il y a une échelle? Eh bien, à partir des particules dites élémentaires, et vous voyez qu'il y a des points d'interrogation à la base, parce qu'il y a peut-être encore plus élémentaire qu'élémentaire, voilà. Hein. À partir de cela, on peut concevoir une histoire qui se déroule dans le temps et dans l'espace, évidemment, à partir de cette constitution, par complexification croissante, des différents éléments de la matière, que cette matière soit inerte avec les particules élémentaires, les atomes et les molécules, que cette matière devienne vivante, ou qu'elle soit vivante, et allant jusqu'à nous-mêmes, d'ailleurs, dans l'univers. Et donc, dans notre univers ici. Pourquoi il y a des barreaux d'échelle? Eh bien, parce qu'il y a à la fois continuité et discontinuité, c'est ça qui fait couler beaucoup d'encre. Une forme d'auto-organisation de la matière, vue à l'échelle en tout cas du scientifique, d'auto-organisation de la matière avec des continuités et des discontinuités. Donc, c'est une montée de la complexité, une complexification, le mot complexité étant ici à minima défini par interaction entre beaucoup d'éléments dans un système. Hein, à partir du moment où il y a d'ailleurs plus de 2 éléments, on rentre dans une forme de complexité. Et cette complexité voit émerger, c'est le terme qui est souvent employé, des nouveautés dans une dissipation globale d'énergie, des nouveautés locales. Et ces nouveautés locales sont un peu exprimées ici sur les barreaux de cette échelle. Le cerveau humain étant vu parfois comme le produit exemplaire de la complexité justement de la matière-énergie. Hein, avec continuité, discontinuité, émergence. Voilà. Tous ces termes-là sont des termes dans ce domaine-là. La première gros point, souvent très difficile à comprendre, c'est que nous ne sommes plus dans une vision statique et descriptive du monde comme si nous étions au-dessus de la mêlée d'un monde que l'on verrait passer depuis sa fenêtre. Nous sommes dans une vision dynamique par le jeu des interactions et justement avec la physique quantique, l'observateur lui-même fait partie de cette dynamique.
Également, on était beaucoup habitué à traiter les questions scientifiques sous l'angle de l'équilibre, et de l'équilibre vraiment statique, on pourrait dire, avec la thermodynamique de l'équilibre, machine à vapeur, si vous voulez. Et ici, on a bien une thermodynamique, mais justement une thermodynamique du non-équilibre. Dans cette dynamique, ce sont des suites d'équilibres instables qui permettent cette évolution, justement, ou qui sont l'une des clés de compréhension de cette évolution. On connaît cette formule aussi qu'il faut utiliser avec précaution, à vrai dire. Il y a plus dans le tout que dans la somme des parties, c'est-à-dire que les structures qui émergent ont des potentialités supérieures à la somme des potentialités de leurs constituants. Il y a plus dans une goutte d'eau que de l'hydrogène et de l'oxygène, si je puis dire ainsi. Il peut y avoir moins aussi, d'ailleurs, au passage. Bon. Mais il y a plus d'informations, c'est ça que ça veut dire, puisqu'ici, la matière est considérée sous l'angle de l'information. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui comme ça qu'on est capable de fabriquer des génomes artificiels en rendant sous forme d'un algorithme informatif donc, et informatique l'équivalent matière. Bon. Il y a plus dans le tout que dans la somme des parties, et dans cette dynamique d'interaction surviennent des imprévisibilités, même à moyen terme, même parfois à court terme. Il y a donc une notion, même si les équations qui régissent l'évolution des systèmes sont parfaitement déterministes, il y a toujours une imprévisibilité qui peut être d'ailleurs extrêmement forte, voire engendrer un chaos, et on va avoir cette formule contradictoire dans certains cas de situations de type chaos déterministe, c'est-à-dire que là aussi, avec la notion d'attracteur, là aussi, un certain nombre de nouveautés vont pouvoir se créer dans un désordre croissant, avec finalement un certain nombre de possibilités que la matière va pouvoir utiliser. Ces termes-là, il faut les mettre entre guillemets. Donc la nature, dans son évolution, est vue comme entrant dans le jeu des possibles que le scientifique lui-même peut essayer de déterminer sans savoir quel est celui qui va s'actualiser, ou en tout cas avec des probabilités de compréhension de celui qui va s'actualiser. Donc vous voyez que le réel déjà auquel le physicien et même beaucoup d'autres scientifiques s'intéressent, c'est un réel d'interaction et non pas le réel en soi. Alors bon, comme je l'ai dit, ça fait longtemps que le philosophe le dit, mais là, c'est particulièrement important. Et du coup, dans ce réel d'interaction, il va falloir penser en termes de relations. L'émergence est une vraie question. Si on la reprend, alors je sais que parmi vous, vous avez déjà regardé des questions liées à la biogénèse, mais on va retrouver justement dans la question de l'origine de la matière, on va trouver aussi la question de l'origine de la vie d'une certaine manière, et je vous indiquerai une voie possible que les physiciens, en dialogue avec les biologistes, mais pas forcément en accord, voient dans l'évolution. La vie, on va dire, c'est aussi une qualité émergente, puisque c'est une complexification de la matière-énergie. La grande question du passage de l'inerte au vivant reste posée, bien entendu. Qu'est-ce que ça veut dire éventuellement que le vivant émerge à partir d'une matière inerte? On va retrouver cette question-là, j'y reviendrai un peu plus tard. C'est la même question qui se pose aujourd'hui en neurosciences, à partir, alors je préfère en anglais, du mind-body problem, parce qu'on n'a jamais vu un cerveau vivant indépendamment d'un corps, donc c'est plutôt le mind-body problem. Et la question toujours va être ce qui émerge, qu'est-ce que c'est ce qui émerge dans cette complexification de la matière-énergie qui va conduire au cerveau, et en particulier au cerveau humain, mais au cerveau de bien d'autres vivants. Qu'est-ce qui émerge? D'où cela émerge-t-il? Voilà, vous allez voir qu'on retrouve dans ces questions qui restent posées des éléments que la physique d'aujourd'hui, et la physique quantique en particulier, peuvent d'une certaine manière éclairer. C'est pour ça que je voulais resituer dans cette première partie, dans cette notion d'émergence, ces grandes questions qui sont des questions dans toutes les théories de l'évolution qui ressurgissent fortement.
Ça, c'était l'introduction générale. Deuxièmement, qu'apporte la physique quantique sur la notion de réel, et notamment le réel voilé? Alors, je vais y aller petit à petit. Première énormité, si je puis dire, qui nous change beaucoup de la physique classique, c'est que la procédure de mesure va avoir une influence, pas simplement sur, évidemment, le résultat, ça on se doute que les procédures de mesure, ça influe le résultat, mais sur la définition même des quantités qu'on veut mesurer. La définition est intimement liée à la mesure et à la procédure de mesure. Alors, voilà par quoi ça va se traduire. En physique classique, quand on veut analyser l'évolution d'un élément, on va déterminer par exemple sa vitesse, sa position, sa masse. Bon, ça c'est des éléments qu'on se représente assez facilement. Hein? Bon. En physique quantique, l'électron par exemple, il va être représenté par une fonction d'onde, par un vecteur d'état, hein, qui est une fonction d'onde sous forme d'une matrice, et la procédure de mesure va s'appeler la réduction du paquet d'ondes, c'est-à-dire que parmi les multiples possibilités d'évolution de ce système qui est régi par une matrice, lorsqu'on fait une mesure, il y a une possibilité qui sort, si vous voulez. C'est comme si vous aviez plein de possibles, et puis en faisant une mesure, il y en a une qui s'actualise. Hein. Alors, vous avez sans doute entendu parler de l'histoire du chat de Schrödinger, ça vous dit peut-être quelque chose. Ce chat qui peut être mort ou vivant dans notre registre classique, mais dans le registre quantique, c'est une image évidemment, il peut être mort, vivant, et tous les états intermédiaires, ne me demandez pas à quoi ça correspond, tous les états intermédiaires entre mort et vivant. Hein. Et lorsque vous faites une mesure, il y a un de ces multiples états possibles qui s'actualise. Donc vous voyez, la définition même de ce que vous êtes en train de regarder dépend de la procédure de mesure, ce qui est bien plus que l'influence du concept avec lequel on a bâti l'instrument de mesure. Et du coup, ça va donner cette grande histoire au début du XXe siècle, puisque tout ça a surgi en 1900, à partir de 1900, la dualité onde-corpuscule. C'est-à-dire que, suivant l'instrument de mesure que je vais utiliser, la même matière que je suis en train d'essayer de traquer, qui s'appelle par exemple l'électron, ou qui s'appelle la particule élémentaire, va m'apparaître expérimentalement soit comme une onde, soit comme un corpuscule, c'est-à-dire des représentations parfaitement contradictoires, hein, puisque une onde, c'est quelque chose de continu dans l'espace et le temps, et un corpuscule, c'est quelque chose de discret. Donc dans leur qualificatif, la matière peut m'apparaître sous deux formes complètement contradictoires dans leur attribut. Hein. Et en fait, la grande histoire de la physique quantique va être de considérer qu'il faut prendre ces deux dimensions en même temps. En même temps, non pas successivement, expérimentalement c'est successivement, c'est ou, tandis que dans la matrice qui va régir dans l'équation dite de Schrödinger, qui est la grande équation d'évolution du système quantique, eh bien c'est à la fois et simultanément et une onde et un corpuscule. Hein. Et vous avez cette phrase de Heisenberg, qui est un des grands pères fondateurs avec Niels Bohr, hein, qui dit ceci: en jouant sur les deux images, en passant de l'une à l'autre et en revenant à la première, onde et corpuscule, nous obtenons finalement l'impression juste sur l'étrange sorte de réalité qui se cache derrière nos expériences atomiques. On ne peut pas mieux dire. Et ça, c'est dans des traités de très haute physique. Hein, ce n'est pas dans les élucubrations de quelqu'un. Hein, voilà. Alors, vous voyez, l'instrument de mesure, l'influence de la procédure de mesure, donc de l'observateur, évidemment, hein, directement sur la définition même de ce qui est observé. Bon, on n'est pas simplement dans un réel d'interaction, on est dans un réel où, en tout cas, l'observateur interagit lui-même. Donc, on peut conclure que observer dans ce domaine-là, observer, c'est agir sur le réel, c'est donc le modifier. Et c'est la trace que l'on opère, mais la trace est déjà une modification du réel. La particule en elle-même, on ne sait pas où elle est. On envoie sa trace, sa trajectoire dans un chambre à bulles du CERN à Genève, par exemple,
Et cette particule, c'est son interaction. Donc, ce qu'elle est en tant que telle n'apparaît jamais. C'est son interaction, donc sa modification par la mesure, la réduction du paquet d'ondes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui apparaît aux scientifiques. Ça va? Oui? Alors, du coup, là, on apprend progressivement non sans lutte. Einstein a été un de ceux qui a le plus lutté contre cette vision-là, et c'était très intéressant d'ailleurs de lutter contre cette vision-là, comme tous ceux qui font de la résistance intelligente, parce qu'il a poussé à aller voir s'il n'y avait pas des variables cachées qui nous faisaient voir apparaître la matière comme avec des attributs contradictoires. Est-ce que c'est juste ça? Puis c'est pas terminé non plus, mais dans l'état actuel, c'est quand même encore la vision qui prévaut. Et Einstein lui-même disait il doit nous échapper un certain nombre de variables qui doivent être cachées, et ça a donné lieu justement à des expériences extrêmement intéressantes, dont celle de Alain Aspect, dont je parlerai juste après. On va apprendre ici ce que Pascal, je me réfère souvent à Pascal parce que ce génie a déjà intuité, alors qu'il était dans la physique classique, contemporain de Galilée d'ailleurs, dans la physique classique, un des premiers pourtant à faire cette physique classique. Les deux raisons contraires, alors vous pouvez l'appliquer en théologie aussi si vous voulez, mais il faut commencer par là, sinon on n'entend rien et tout est hérétique. Et même à la fin de chaque vérité, il faut ajouter qu'on se souvient de la vérité opposée. C'est la pensée 357 chez Brunswick. Et Niels Bohr dira à sa manière, lui, bien après, le contraire. Alors, contraire et contradictoire, tous ces mots ayant évolué, je ferai grâce de moi. Le contraire d'une vérité profonde peut être une autre vérité profonde. Et bien, on est en plein dedans et on tient deux vérités profondes ensemble dans cette aventure-là. Autrement dit, on va s'habituer à tenir ensemble continuité et discontinuité, symétrie et rupture de symétrie, et, je voudrais vous montrer maintenant, séparabilité, quand je vois deux verres, ils sont totalement séparés, et non-séparabilité à l'échelle quantique. Toutes les particules élémentaires de l'univers entier sont non séparables, alors que les deux verres qui sont constitués sont séparables. Et puis, causalité locale, ça c'est l'action locale sur un verre, causalité globale, l'action du tout sur l'ensemble des parties. C'est le deuxième grand point, la non-séparabilité quantique et la notion de causalité élargie, avec l'expérience qui a été faite à Grenoble en 1982 et maintenant répétée de nombreuses fois. Alors vous me direz, où cette histoire va nous mener au niveau de la question de l'origine, rassurez-vous, on ne l'a pas perdu, mais ici nous sommes en train de regarder les secrets de la matière et justement nous sommes en train de voir si on peut leur mettre la main dessus à ces particules élémentaires. Eh bien non. Alors on apprend donc les photons corrélés. De quoi s'agit-il? C'est deux particules élémentaires qui ont été émises par une même source. On ne les voit pas, on connaît leur probabilité de présence dans un espace donné. On les éloigne le plus possible l'une de l'autre, on fait une mesure sur l'une et immédiatement, il y a un résultat sur l'autre. On fait une mesure du spin, bon, peu importe, une caractéristique de ce... Et lorsqu'on voit un spin plus 1,5 pour l'une, immédiatement, sans aucun délai, l'autre prend la valeur plus 1,5. Elles sont corrélées, et plus elles sont éloignées, ça ne change rien. Alors en principe, s'il y avait une information qui passait de l'une à l'autre, ça devrait mettre de plus en plus de temps à parcourir l'espace, et là, quel que soit l'espace. Et si le Big Bang a une certaine validité, ça veut dire que l'ensemble des particules élémentaires de notre cosmos sont toutes interconnectées de cette manière-là. Donc toucher à une particule élémentaire quelque part a des conséquences sur l'ensemble. Et du coup, réciproquement, ce n'est plus une causalité locale simplement qu'il faut envisager, c'est une causalité globale. Mais alors, si les éléments de la matière sont non séparables, ça veut dire que la matière n'est plus localisable, contrairement à l'apparence où je vois ce verre localisé sur cette table. Ça veut donc dire que ce n'est plus une chose finalement. La matière n'est plus une chose comme on pense une chose à travers la matière macroscopique. Elle ne se présente plus comme une substance en soi, pour employer des mots plus philosophiques, mais sous forme de relation, d'interaction,
ce réel d'interaction, jamais je ne peux lui mettre la main dessus, je n'en vois que des interactions, je n'en vois que de la trace, il est pourtant fait d'interconnexions, le réel en soi est voilé, ce réel est voilé, et il est non séparable. Alors, cette histoire que je viens de vous raconter, elle est, je vous l'ai racontée de la manière la plus simple possible, elle est en fait très complexe bien sûr, hein, et ça va être mon troisième point. Elle continue d'être une très grande surprise pour le physicien. Le physicien classique, il a de l'habitude de décrire le réel via, bien sûr, des concepts, via des mesures. Bon, il sait très bien qu'il a des angles de vue, si je puis dire, sur le réel, et qu'il ne peut pas tout dire du réel à partir d'un angle de vue. Il sait très bien qu'il aura toujours jamais fini de connaître, et plus on connaît, plus on s'aperçoit de ce qu'on ne connaît pas. Bon, ça c'est connu. Mais ici, on est dans toute autre chose, hein. C'est-à-dire que si cette manière de penser le réel est juste, jusqu'à présent elle a résisté, mais évidemment elle évoluera comme toute science, hein, ça veut dire que je ne peux jamais atteindre ce réel en soi. Alors la physique classique, elle était descriptive, et on avait l'impression que même si on passait par des concepts et des médiations, on décrit le réel tel qu'il est. Pas du tout. On décrit le réel tel qu'il nous apparaît dans une interaction avec l'instrument de mesure et avec nous-mêmes. Alors c'est là qu'on retrouve Kant, si vous voulez, mais Kant illustrait, je dirais, directement dans la démarche scientifique, et je pense que la plupart des professeurs de physique et de chimie, peut-être bien aussi, hein, continuent de penser que lorsqu'ils écrivent quelque chose au tableau, c'est ce qui est. Bon. Donc Bernard d'Espagna, qui a beaucoup travaillé cela, se résume à dire non, c'est pas ce qui est qu'on décrit. C'est si on fait telle expérimentation, on risque de trouver, avec probabilité en plus, telle ou telle chose. Alors on pourrait dire c'est beaucoup plus modestin comme démarche, et en même temps, c'est ça là, que je trouve assez fantastique dans cette histoire, que j'appelle l'expérience de l'incomplétude, ici, l'incomplétude du physicien, qui jamais ne peut saisir le réel, qui en même temps est bien là. La définition minimale du réel chez le physicien, c'est ce qui résiste à ses représentations. Et alors, quand on est expérimentateur, on expérimente tous les jours que quelque chose résiste, ça c'est sûr, hein, et en même temps, qui sans fin se dérobe. Et à partir du moment, dans cette histoire fantastique de la physique quantique, à partir du moment où cette incomplétude a été acceptée, tout en étant contestée par un Einstein, mais contestée de manière tout à fait pertinente, hein, eh bien, on n'a jamais fait tant de progrès, de connaissance de la matière, que lorsqu'on a cessé de vouloir le mettre la main dessus, si je voulais. Vous me voyez venir avec la question de l'origine, ici. Le fond des choses toujours échappe. Il se présente souvent, pas toujours, sous forme de contradiction ou sous forme d'attributs contradictoires en plus. Et la contradiction n'est jamais résolue. La dualité onde-corpuscule, on a mis le terme de quanton pour ceux qui connaissent ça, mais voilà, le quanton, il est les deux à la fois. Comment une chose peut-elle être continue et discontinue à la fois? Alors pour éviter de tomber dans le piège du principe de contradiction d'Aristote, eh bien on fait la figure du triangle, hein. À l'échelle classique et du langage classique, on a affaire à du continu et du discontinu, et puis on cherche un niveau de réalité quantique qu'on n'atteint jamais complètement. Le point T est un point de fuite, il n'est jamais complètement atteint, la contradiction n'est jamais complètement résolue, ou ce qui nous apparaît contradictoire au niveau de la causalité locale et de la séparabilité, et plutôt macroscopique, apparaît comme uni au niveau de la causalité globale et de la non-séparabilité. Donc on envisage une réalité, vous retrouvez ça chez Heisenberg déjà dans son manifeste de 1942, des niveaux de réalité, on peut dire des niveaux de compréhension de la réalité, dans la logique d'un tiers qui devient cette fois plus inclus, où on tient ensemble des bouts contradictoires en changeant de niveau de réalité. Autrement dit, vous voyez, l'incertain apparaît comme coextensif à la connaissance que nous prenons du réel. Et ce n'est pas une défaite de la raison scientifique, c'est au contraire, mais ce n'est pas facile à accepter, c'est au contraire, parce qu'on veut tout comprendre, et moi aussi d'ailleurs, bon. Mais c'est peut-être bien pourtant une libération d'accepter ça, mais voilà.
Il y a un vrai butoir à la connaissance de l'objet quantique, quelque chose échappe, le réel est voilé. Vous voyez, ce n'est pas par manque, parce que ça, bien sûr, ça fait longtemps qu'on sait que, ou par ignorance, c'est dans cette vision-là, hein, qui n'est pas forcément partagée par tout le monde, c'est intrinsèque. Et pourtant, la connaissance progresse. Connaissance et incomplétude marchent ensemble. Quelque chose échappe, quelque chose qui est justement de l'ordre de l'origine ici et maintenant, justement. Pas le commencement dans le temps et dans l'espace. Oui, le commencement dans le temps et dans l'espace, dans le Big Bang, il échappe, puisqu'on n'arrive jamais à remonter au point zéro si éventuellement il y a eu une singularité initiale, ce qu'on ne peut pas garantir, hein, c'est un modèle. Bon. S'il y a une singularité initiale, on remonte, si on peut dire, jusqu'à 10 puissance moins 43 secondes, mais entre 10 puissance moins 43 secondes et 0, c'est un abîme. Hein. Donc le commencement éventuel dans le temps et dans l'espace nous échappe. Mais là, vous voyez, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'origine de la matière, à tout instant, nous échappe aussi. Et ça, c'est une origine à tout instant, et pas simplement un commencement dans le temps et dans l'espace. C'est extrêmement intéressant. Ouais, c'est là. Et vous retrouvez ça, d'une certaine manière, dans d'autres rubriques que dans la structure de la matière. Là, on l'a vu avec Heisenberg. Aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la logique, le théorème de Gödel, ça doit vous dire quelque chose, c'est l'axiomatique des nombres premiers, bon, pas l'aborder là. Les problèmes d'évolution irréversible, voilà, tout cela débouche sur ce même constat d'incomplétude, ce même horizon d'indécidabilité, la même impossibilité de limiter le vrai à la totalité de ce qui peut être dit, formellement démontré ou immédiatement mesuré. L'origine nous échappe. Quelque chose échappe qui est de l'ordre de l'origine. Et je vais passer cette citation de Karl Popper, mais c'est évidemment révolutionnaire par rapport au scientisme du XIXe siècle. Hein. Le vieil idéal scientifique d'une connaissance absolument certaine et démontrable s'est révélé être une idole. L'exigence d'objectivité scientifique rend inévitable que tout énoncé scientifique reste nécessairement et à jamais à titre d'essai. Bon, je passe. L'hommage rendu à l'idole de la certitude, hein, non seulement réprime l'audace de nos actions, mais en outre compromet la rigueur et l'honnêteté de nos tests. Ce qui fait l'homme de science, ce n'est pas la possession des connaissances d'irréfutables vérités, mais la quête obstinée et audacieusement critique de la vérité qui toujours échappe. Et du coup, bien sûr, le scientifique se retrouve devant ce qu'avec Gabriel Marcel, j'appellerais le mystère du connaître. Et là aussi, ce n'est pas sans lien avec l'origine, hein. Le mot mystère n'étant pas pris sous un angle ésotérique, si je puis dire ça ici, mais la réhabilitation, je dirais, sous l'angle de philosophique. Hein. J'avais noté cette définition assez pertinente du mystère, si je la retrouve chez... où je l'ai mise. Bon, je l'ai plus chez Gabriel Marcel. Hein. Gabriel Marcel dit le mystère, il fait la différence entre un mystère et un problème. Le mystère, c'est un problème qui empiète sur ses propres conditions de faisabilité, hein, c'est-à-dire dans laquelle l'homme lui-même est inclus et dont il ne peut évidemment pas avoir le dernier mot. Hein. Et il fait la différence entre le mystère et le problème. Et bien ici, pour le physicien, travailler sur le réel qui lui apparaît est entré d'une certaine manière, dans le mystère du connaître, qui est un mystère de la recherche de l'origine. C'est un mystère de ce fond des choses qui toujours lui échappe et de cette condition d'incomplétude qu'il expérimente. Ça veut dire, au passage, que, et je vais finir là, ça veut dire au passage que pareil, au niveau de la vie, si la vie, enfin le vivant, porteur de la vie, est quelque chose qui advient au cours de l'auto-organisation de la matière, comme j'ai essayé de le montrer précédemment. On se pose la question de l'origine du vivant par rapport à l'inerte, hein, et ça, c'est pas résolu, bien entendu. Mais même si on arrive à recréer et à trouver des conditions, on cherche ça, hein, à créer du vivant purement artificiel à partir d'une forme d'organisation de la matière,
Si la matière à l'échelle quantique est la base même, hein, vous voyez que la source d'où cette matière émerge toujours échappe. Donc quelque part, on peut trouver les conditions éventuellement d'organisation de la matière inerte pouvant produire du vivant. Peut-être qu'on y arrivera, ça c'est une énorme question, on n'y est pas aujourd'hui, mais peut-être qu'on y arrivera, certains le cherchent. Par contre, restera toujours ce fond des choses qui échappe, et ce fond des choses n'est pas une chose et n'est pas accessible par la science elle-même. C'est aussi une autre manière de reposer la question de l'origine de la vie. Et je termine par ces deux éléments. Vous voyez que dans cette quête du fond des choses, eh bien, le scientifique, il a besoin, puisque ça lui échappe, il a besoin de se rapprocher, scientifique des sciences dures, de se rapprocher d'autres scientifiques, des sciences diverses et variées, hein, cette recherche du fond des choses, y compris du philosophe et du théologien, bien entendu, et expérimentant la contradiction, voilà la dernière citation que je ferai, cette contradiction qui est comme symbolique de cette recherche du réel qui toujours lui échappe, de cette origine qui toujours lui échappe. Cette phrase de Simone Weil, évidemment écrite dans un tout autre contexte que la physique quantique. Les corrélations des contraires sont comme une échelle. Chacune nous élève à un plan supérieur où habite le rapport qui unit les contraires, jusqu'à ce que nous parvenions à un endroit où nous devons penser ensemble les contraires, mais où nous ne pouvons pas avoir accès au plan où ils sont, dans lequel ils sont liés. C'est le dernier échelon de l'échelle. Là, nous ne pouvons monter, nous devons regarder, attendre et aimer. Et elle rajoute « et Dieu descend ». Merci.